Parkinson, c'est la maladie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Comment vit-on avec Parkinson? Quel traitement? Quels espoirs? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. En duplex, Amandine Lagarde. Amandine Lagarde, vous êtes directrice adjointe de France Parkinson. Avec moi sur le plateau, le professeur Philippe Rémy. Vous êtes professeur de neurologie et coordinateur du centre expert Parkinson à l'hôpital Henri Mondor. Et Claude Marcadet, vous êtes patient expert. Patient ressources. Patient ressources. Ah, vous n'aimez pas qu'on dise patient expert, hein, vous dites patient ressources. Pourquoi ressources expert? C'est quoi la différence? C'est comme ça, c'est un petit peu... J'ai l'impression que le mot expert donne un peu d'importance au terme, alors que le patient ressources, c'est plutôt un côté relationnel. Et on en reparlera, je pense, dans l'émission. Oui, on va détailler ce qu'est un patient expert, donc ressources. Voilà, est censé aller aider d'autres malades, et je pense que c'est plus dans le sens de la ressource que dans le sens de l'expertise. C'est mon analyse. OK. Alors justement, vous allez nous parler de votre parcours de patient, de malade de Parkinson. Vous avez 71 ans aujourd'hui. Et quand et comment vous avez découvert que vous étiez atteint de la maladie de Parkinson? Alors, je ne l'ai pas découvert à proprement dit, je l'ai fait découvrir par les médecins qui se sont occupés de moi avec beaucoup de talent et beaucoup de pugnacité. J'ai la chance d'avoir un généraliste qui me suit depuis très longtemps, qui a peut-être... sur une intuition, mis le doigt sur la chose très très vite. Je suis rentré d'un séjour à l'étranger avec un espèce de tremblement dans la jambe. J'allais voir mon médecin pour une prise de sang, je lui ai signalé. Il m'a dit possiblement Parkinson, mais on le saura que si on fait des examens complémentaires. Je te fais un petit mot pour aller voir un neurologue. Et puis... Mais il y a pensé tout de suite, il ne vous a pas pris à la légère. Oui, vous posez la question, mais à chaque fois que je raconte l'histoire, c'est la même réaction qu'un médecin généraliste ait pu avoir l'idée que, je trouve ça génial, il a eu l'idée. Donc je suis allé... La seule vraie difficulté dans mon parcours médical, en fait, c'est de prendre le rendez-vous avec le neurologue. J'ai eu un petit peu de mal. Une fois trouvé le neurologue qui allait me suivre, après tout s'est enchaîné avec du temps, mais de la facilité, différents examens de recherche, un électroencéphalogramme, un IRM, un scanner, puis un électromyogramme qui a révélé peut-être la notion de Parkinson, et pour finir, un DAT-scan, passé à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, qui lui a validé l'hypothèse du médecin, donc qui a diagnostiqué l'existence de Parkinson. Ce parcours-là, ça a pris combien de temps à peu près? Septembre, l'ordonnance du médecin généraliste, mars de l'année suivante, le Parkinson avéré. Donc assez rapide, 6 mois. 6 mois. Ouais, voilà, donc assez rapide. On vous annonce ça, c'est quoi votre réaction? Je suis malade, j'ai quelque chose, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne suis pas allé sur Internet regarder, je ne me suis pas informé, je n'ai pas cherché. Mais finalement, je sors de là, de l'hôpital où j'ai fait les examens, mes parents y sont passés avec des cancers, je les ai vus souffrir. Je me dis, j'ai pas de cancer. Ça paraît un peu bêta comme réaction. Vous positivez. Mais c'était une façon vous êtes soulagé en fait, vous dites, j'ai ça, mais j'ai pas de cancer. Voilà, c'était ça. C'était le moyen de me dire, allez, vas-y. Remarquez, je ne veux pas vous plomber le moral, mais ce n'est pas parce que vous avez Parkinson que vous n'aurez pas de cancer. Mais les 6 ans qui viennent de passer sont passés. Voilà. Les 6 ans qui viennent de passer sont passés sans cancer, donc. Alors, vous l'avez dit, on va redevenir sérieux. Vous l'avez dit tout de suite à votre entourage, ou alors vous. Oui. Mon entourage était déjà dans l'information au niveau des examens que je passais. Enfin, mon entourage, c'était mon épouse, mes 3 enfants, et puis mes parents, à qui j'ai raconté l'histoire. Mes parents, sans grand détail, parce qu'ils ont 90 ans, et ce n'était pas la peine de les orienter vers des choses qui auraient pu les inquiéter plus que ça. Mais ma femme et mes fils, oui, bien sûr, très très vite, ont été dans la confidence et ont suivi avec moi l'évolution. Et c'est important de se sentir justement compris, soutenu par... Alors, je l'ai mesuré après. Oui. Je l'ai mesuré après, et je l'ai mesuré au travers de tout le parcours qui a suivi derrière. C'est que, finalement, dans l'entourage, moi-même, personne ne connaît Parkinson, parce que ce n'est pas une maladie qui est sur le devant de la scène, comme l'est le cancer dont on parlait, ou comme l'est Alzheimer, qui sont des maladies que je trouve beaucoup plus médiatisées. Parkinson, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas trop vraiment ce que c'était, et personne autour de moi ne savait vraiment ce que c'était. Donc on est parti un petit peu explorer la maladie au travers de mes problèmes. Qu'est-ce que vous avez eu comme traitement?
Un traitement médical à base de cachets qui ont été pris pendant 4 ans jusqu'à ce qu'un effet secondaire se déclenche sur la prise d'un des médicaments. Là aussi diagnostiqué par mon médecin généraliste, le même que celui qui avait imaginé Parkinson au départ. Il est bon celui-là. Oui, on peut faut qu'on échange les adresses. Ouais. Et au sortir du rendez-vous, un petit examen cardio pour vérifier que la rétention d'eau que je faisais n'était pas liée à un problème cardiaque, mais était peut-être issue des médicaments, confirmé par le cardiologue. Il m'a dit, écoute, tu prends contact avec ton neurologue, tu fais changer ton traitement, ça va se passer très très bien comme ça. Rendez-vous pris avec le neurologue, changement de traitement, et en l'espace de 3 mois, les jambes sont devenues normales, la rétention d'eau avait disparu, et je suis passé au traitement suivant que je prends aujourd'hui sans autre problème. Et aujourd'hui, ça va bien? Là, tel qu'on est à l'instant, je ne suis pas bien parce que c'est la position la plus difficile pour moi. La position assise, statique, est la position la plus compliquée pour moi au quotidien. Donc je bouge beaucoup, je me déplace beaucoup, j'essaie d'activer mes bras, mes jambes. Ça vous aide de bouger, c'est ça? Oui, il faut que je bouge, parce que dès que je suis assis, ma jambe se contracte, j'ai des tremblements. Si je croise les bras, ma main se peut abattre. Donc les tremblements existent dans les positions statiques. D'accord. Et puis dans les positions d'attente, telles que faire la queue à une caisse ou à une entrée de cinéma, comme à l'époque on allait au cinéma. Mais sinon, non, c'est pas. Vous conduisez encore aujourd'hui ou c'est gênant pour conduire? Je conduis le moins possible. C'est-à-dire quand je suis obligé d'être chauffeur de moi-même, je me conduis. Si je peux avoir un chauffeur, si je peux me déplacer, si on peut me conduire, je choisis d'être le passager sans aucun problème parce que la conduite est difficile. Toujours pour la même raison, ma cuisse me fait mal et au bout de 10 minutes sur le pied sur l'accélérateur, je ne suis plus opérationnel. Levez le pied. Alors, professeur Philippe Rémy, donc, je rappelle que vous êtes neurologue et coordinateur du centre expert Parkinson à Henri Mondor. La maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'est? On a entendu le vécu, mais maintenant, qu'est-ce que c'est techniquement? Alors, au centre de cette maladie, c'est la mort accélérée, anormalement rapide, de neurones qui s'appellent les neurones dopaminergiques. Et qu'est-ce qu'ils font les neurones dopaminergiques? Ils fabriquent la dopamine. La dopamine, c'est un peu l'huile du moteur. C'est ce qui rend le mouvement souple, efficace, rapide, simple. Et cette dopamine qui manque, eh bien, ça va gripper ce moteur et les symptômes vont apparaître. Et en fait, ce processus est celui qui est constant. Il y a d'autres mécanismes biologiques qui sont associés à ça, mais c'est celui qui est vraiment au cœur de la maladie. C'est celui qu'on corrige avec les médicaments. Après, comment la maladie se manifeste? En fait, ça va varier d'un individu à un autre. En fait, 60% des malades tremblent, et quand ils tremblent, c'est souvent le tremblement qui est révélateur, un peu comme dans la situation qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que le tremblement attire l'attention, ça peut être de la famille, ça peut être du médecin traitant, et il va dire « il faut un neurologue ». Mais quand ça n'est pas le tremblement, alors parfois le parcours est encore plus compliqué parce que c'est souvent des douleurs. Et les douleurs, eh bien, ce n'est pas les neurologues auxquels on pense en premier, c'est souvent un parcours rhumatologique, des radios. Alors, douleurs à type de courbature, contracture, crampes, raideur un peu désagréable. Et donc, souvent, c'est souvent l'épaule, donc c'est souvent radio, infiltration, incertitude. Donc, ça, c'est un mode de révélation. Ça peut être aussi un tableau plutôt dépressif, c'est-à-dire quelqu'un qui se ralentit, qui est moins dynamique, qui est moins motivé, qu'on a l'impression un peu de pousser tout le temps. Et peut-être qu'il manifeste une tristesse qui est parfois pas une vraie profonde tristesse, mais une tristesse apparente, et qui est aussi un mode de révélation assez classique de la maladie, qui prend souvent un peu de temps parce que on va donner un antidépresseur, puis en fait on s'aperçoit que ça ne change pas tellement, et au bout d'un moment on va dire peut-être qu'il y a autre chose sous-jacent et on va aller voir un neurologue. Donc il y a parfois des parcours longs comme ça. Est-ce que c'est ce fameux stop and go là, dans Parkinson, des gens qui d'un coup veulent faire quelque chose et puis ils se sentent... Non, alors ça. Là, alors, dans stop and go, il y a deux choses. Si c'est à la marche, c'est la difficulté parfois que certains malades ont d'avancer et ils se retrouvent bloqués, en particulier lorsqu'il y a un obstacle, un passage de porte, une chaise sur leur chemin, ainsi de suite. Mais ça, c'est beaucoup plus tard dans la maladie. C'est en général pas présent au début. Vraiment, au début, c'est le tremblement, la raideur, les douleurs de l'épaule, un peu de lenteur, des choses comme ça. En tout cas, ce que je retiens, c'est que le tremblement n'est pas systématiquement associé à Parkinson et que Parkinson, ça peut se révéler par d'autres symptômes. Quand les premiers symptômes apparaissent, c'est le début de la maladie ou la maladie elle est déjà présente depuis un certain temps? Alors la maladie est là depuis souvent très longtemps. On ne sait pas très bien combien de temps, mais c'est souvent des années, à tel point que maintenant on a identifié des espèces de symptômes
préalables qui surviennent des années auparavant. Et il y en a plusieurs. Il y a la constipation qui n'est pas très spécifique, mais qui est un signe classique. Il y a la perte de l'odorat. On parle beaucoup de la perte de l'odorat à cause de l'infection Covid, mais en réalité, chez les Parkinsoniens, cette perte d'odorat, elle existe souvent des années auparavant. Et puis, il y a aussi un symptôme un peu inhabituel qui sont ce que nous on appelle les troubles du comportement sommeil paradoxal. C'est en fait le fait de la nuit de faire des rêves extrêmement intenses où on s'agite, on donne des coups, on tombe de son lit et tout. On réveille le conjoint, parfois le malade ne s'en souvient pas. Et ces troubles du sommeil et du comportement nocturne sont des choses qui peuvent aussi précéder la maladie de 5, 6, 7, 10 ans avant l'apparition du vrai diagnostic de maladie de Parkinson. Donc c'est une maladie longue. Avec le recul, vous avez eu certains de ces symptômes, vous ? Des difficultés la nuit par des douleurs, mais pas de réveil et pas de bousculade avec le partenaire. Mais votre femme s'est pas plainte. Non. Mais des douleurs effectivement assez violentes dans les jambes, entre autres. Mais tout ça indique qu'en fait, la mort de neurones commence des années avant que les signes de la maladie apparaissent. Mais parce que les signes de la maladie apparaissent quand on a perdu à peu près la moitié de ces neurones dopaminergiques. Donc il y a la première moitié s'étale sur de nombreuses années. Donc la première moitié, en fait, on la perce et c'est totalement silencieux. Ou c'est vraiment des tout petits symptômes. Alors voilà, en dehors des symptômes dont j'ai parlé. Puis aussi le fait que très souvent, quand on voit les malades pour la première fois et qu'on dit à la famille, écoutez, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel, est-ce que le malade était lent ? Souvent on nous dit, ah oui, c'est vrai, ça fait 2-3 ans, on l'attend tout le temps, docteur, on part faire les courses, on est déjà dans la voiture est allumée, il est en train de fermer, de faire ses lacets, de machin. Donc ce fait d'attendre tout le temps, c'est des petites choses qu'on n'a pas forcément perçues parce qu'elles sont insidieuses, mais qui sont déjà les signes de la maladie en fait. On vous attendait, Claude ? J'étais souvent en avance. Et il est trembleur, c'est plus rapide le diagnostic. Ouais, il est imprévisible surtout, il ne nous donne pas les réponses qu'on attend. Est-ce qu'il y a des personnes à risque ? Alors, des personnes à risque, c'est un problème un peu compliqué. D'abord, il existe des formes génétiques de maladie de Parkinson. Elles sont peu fréquentes chez les Caucasiens, c'est-à-dire chez les Européens. Elles sont plus fréquentes dans d'autres régions géographiques. Et puis, il y a des personnes à risque, on va dire, les gens qui sont en contact avec des insecticides. Et on va dire, en particulier les agriculteurs, et même les viticulteurs encore plus que les autres agriculteurs, sont probablement plus à risque de développer la maladie parce qu'en raison de ces contacts importants avec les insecticides. Statistiquement, on l'a constaté, parce qu'on sait déjà qu'il y a une montée des cancers chez les agriculteurs, mais aussi... Pour des raisons probablement similaires, même si ce n'est pas les mêmes régions touchées. Mais oui, ça date des années 50 aux États-Unis, les premières études montrant que les agriculteurs sont particulièrement fréquemment malades avec la maladie de Parkinson. Et en France, la maladie de Parkinson chez les agriculteurs est maladie professionnelle si vous avez 10 ans d'activité agricole derrière vous. Donc c'est une vraie réalité, même si ça n'est pas la cause. On a un risque élevé, mais tous les agriculteurs ne sont pas parkinsoniens ou ne seront pas parkinsoniens. C'est un facteur de risque, c'est un facteur quoi ? On pourrait dire c'est un facteur aggravant, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. Facteur Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants alors ? Facteurs aggravants, on ne les connaît pas vraiment et on peut imaginer que les toxiques dont on parlait y contribuent, mais en fait on ne connaît pas de facteurs vraiment aggravants. Peut-être que la sédentarité, le fait d'être plus déprimé, d'être moins actif sont des facteurs potentiellement aggravants ou favorisant une maladie qui évolue plus vite, on va dire. On va parler des traitements. Alors, quels sont les principaux traitements ? D'abord, on peut peut-être dire en préambule qu'on ne soigne pas Parkinson, c'est les symptômes qu'on va soigner, c'est ça ? Voilà, on ne guérit pas la maladie. En fait, ce qu'on sait faire, c'est remplacer la dopamine qui manque. Donc en gros, en fait, on a deux phases. On a la phase initiale où on a des médicaments qui sont essentiellement des comprimés, qui vont remplacer cette dopamine. Alors on a deux grandes catégories de médicaments, soit des précurseurs de la dopamine, soit des analogues de la dopamine. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, quand la maladie est plus difficile à soigner avec les médicaments, on est contraint d'utiliser des traitements que nous on appelle de deuxième ligne, qui sont des traitements un peu plus lourds. Là, il y a de la chirurgie, il y a des pompes qui distribuent des médicaments par voie ou sous-cutanée ou par voie directement dans le tube digestif. Donc c'est un traitement un petit peu plus compliqué à manipuler chez des malades plus évolués. Donc voilà, c'est un peu la situation actuelle. Qu'est-ce qui fait que la maladie va évoluer plus ou moins vite ? Est-ce qu'on sait la ralentir ? Parce que finalement, vous, ce que vous demandez, Claude, c'est du confort de vie. Donc si on vous disait demain, bon, on ne vous soigne pas, mais on vous stabilise comme vous êtes, ça vous irait ? Enfin, ça vous irait mieux si on vous disait on vous guérit, bien sûr. Mais bon, là, je ne vous le dis pas. Non, mais comme on est parti du principe, effectivement, qu'on ne pouvait, au travers des médicaments, que ralentir le développement de la maladie, c'est vrai que rester dans la situation dans laquelle je sais, pour les 10, 15, 20 ans à venir, je signe. Vous signez tout de suite. Oui. Oui.
On sait le faire, ça? Alors, on ne sait pas vraiment le faire aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce processus de mort des neurones, il continue, en fait. Il a commencé bien avant qu'on fasse le diagnostic, et il va continuer après que le diagnostic soit posé. Et aujourd'hui, on n'a pas un médicament disponible en pharmacie qui permette de ralentir cette évolution. Il y a sûrement des stratégies thérapeutiques qui sont meilleures que d'autres pour ralentir l'évolution, mais ça n'est pas un vrai processus de protection de ces neurones, ce qu'on ne sait pas encore faire. On travaille dessus, on en parlera peut-être tout à l'heure. Par contre, on a quand même un certain nombre de facteurs qui suggèrent qu'il y a des moyens d'améliorer cela. C'est en particulier l'activité physique. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a eu énormément de travaux qui ont montré que, on va dire, bouger, c'est un facteur de protection ou un facteur de maintien des capacités physiques qu'il faut absolument investir. Et donc, on dit maintenant à tous nos malades, bougez, faites des activités physiques. C'est très important pour ralentir la progression ou en tout cas maintenir vos capacités le plus longtemps possible. Vous bougez, Claude? Je bouge et pour appuyer ce que dit le professeur Rémy, la neurologue qui me suit m'a rédigé une ordonnance à destination d'un kiné. D'habitude, une ordonnance, c'est faire 3 séances de rééducation, c'est tout. Là, mon ordonnance, elle fait 1 page et demie avec le descriptif de tous les exercices que je dois faire. Et je vais chez la kiné 2 fois par semaine faire cette gymnastique. Ça m'a apporté beaucoup de bien. Elle me fait travailler 2 choses. En même temps qu'elle me fait travailler le physique, elle me fait travailler la mémoire. C'est-à-dire qu'un grand nombre d'exercices sont faits sur l'équilibre avec des ordres d'action qui me sont donnés. Elle me montre un parcours à faire et je dois le répéter derrière elle. Mais il faut que je le mémorise en même temps que je le réalise. Ça m'amène à me concentrer beaucoup. Et il était une époque où je butais les pieds quand je marchais, je tombais dans les escaliers. J'ai perdu cette chose-là. Donc j'ai gagné en tranquillité d'esprit, en sérénité. Depuis que je fais cette gymnastique, je me porte beaucoup mieux. Quand la maladie évolue vraiment, ça va jusqu'où? Perte de mobilité, perte d'équilibre? Alors en fait, il y a toute une période où les choses vont bien avec les médicaments, puis il y a une période que nous, on va appeler les fluctuations. Les fluctuations, c'est quoi? C'est en fait le fait que le médicament a un bénéfice sur les symptômes, mais que ce bénéfice va durer un temps relativement court. Au lieu de durer toute la journée, il va durer quelques heures et qu'il va y avoir des changements de phase. Donc il y a un moment où le médicament n'est pas encore actif, où les symptômes de la maladie sont présents et ils sont souvent plus marqués qu'ils n'étaient au tout début de la maladie. Puis ensuite, le médicament améliore les symptômes. Souvent, parfois, il peut y avoir un peu trop d'amélioration et à ce moment-là, les gens ont trop de mouvements. C'est ce que nous, les neurologues, on appelle les dyskinésies. Les gens sont agités, en fait. Puis ensuite, ils vont redescendre, ils vont repasser par une phase presque normale, puis de nouveau se rebloquer, ainsi de suite. Donc, ces fluctuations motrices, eh bien, elles vont hacher la journée et le cycle de ces fluctuations va diminuer avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, ça s'installe sur 6 heures, puis sur 5, puis 4, puis 3. Et c'est ces variations d'état qui sont compliquées à prendre en charge. Et c'est à ce stade-là qu'on commence à parler de stimulation cérébrale profonde. Qu'est-ce que c'est la stimulation cérébrale profonde? La stimulation cérébrale profonde, c'est une technique qui a été inventée par nos collègues de Grenoble et dont l'idée est que, à cause du manque de dopamine dans le cerveau, il y a un petit noyau tout petit, ça ressemble à un haricot en fait, qui s'appelle le noyau sous-thalamique, qui est anormalement hyperactif. Et cette hyperactivité, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la bloque avec une électrode. On descend une électrode et on stimule à très haute fréquence, on sidère en fait ce noyau. Et en fait, il est paralysé. Et cette hyperactivité qui est anormale s'arrête et du coup les symptômes diminuent. Ils diminuent d'environ 50-60% l'ensemble des symptômes parkinsoniens, donc c'est très bénéfique, mais ça n'empêche pas la maladie d'évoluer. C'est juste un traitement continu, permanent, qui diminue l'ensemble des symptômes. En quelques minutes, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, les recherches, les espoirs de traitement. Alors, la recherche la plus intéressante, c'est celle qui vise à essayer d'empêcher la maladie d'évoluer, parce que c'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qu'on rêve de savoir faire. Et depuis quelques années, ce qui est intéressant, c'est qu'on a compris un certain nombre de mécanismes de la mort neuronale dans cette maladie, et donc on a identifié des cibles thérapeutiques. Alors, il y en a plusieurs qui sont en cours d'expérimentation. La première, c'est qu'on sait qu'il y a des dépôts de protéines anormales dans le cerveau des malades, c'est une protéine qui s'appelle en particulier l'alpha-synucléine. On essaye de l'enlever du cerveau. En fait, on envoie des anticorps qui vont attraper cette alpha-synucléine et la sortir du cerveau. On sait aussi qu'il y a trop de fer dans les neurones dopaminergiques. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que ce fer est délétère. Et on essaye de retirer le fer des neurones dopaminergiques. Donc, on sait aussi qu'il y a des processus inflammatoires. Donc, on agit. Donc, l'idée, c'est de trouver des médicaments qui seront peut-être ou un médicament ou une combinaison de médicaments qui, utilisés très tôt dans la maladie, vont ralentir cette évolution et prolonger la période où les malades sont le mieux. Donc, aujourd'hui, c'est la piste. Amandine Lagarde, directrice adjointe de France Parkinson. Ça existe depuis 1988, France Parkinson. Quelles sont les actions de l'association? Alors, elle existe depuis 84. Elle est reconnue du service public depuis 88 et
Ses missions principales, c'est à la fois soutenir et accompagner les personnes malades et leurs proches, informer sur la maladie et former sur cette maladie, y compris les professionnels, soutenir et financer la recherche, mobiliser les pouvoirs publics et sensibiliser l'opinion pour mieux faire connaître aussi la maladie de Parkinson de tous, en fait, du grand public. Alors, moi, je ne sais pas si en régie la liaison est bonne, mais ici sur le plateau, on vous entend d'une manière très très hachée. Donc, je vais me tourner vers Claude. Claude, patient ressource, hein, donc on l'a dit. Alors, qu'est-ce que c'est un patient ressource ? Alors, un patient ressource, c'est un patient qui donne de son temps avec l'équipe médicale de l'hôpital où il est soigné, pour aller aider, tant qu'il le peut, d'autres patients qui apprennent la maladie, qui découvrent la maladie. Ça se passe au travers d'ateliers. Alors d'abord, on parlait France Parkinson, Amandine était avec nous à l'instant. Moi, j'ai suivi auprès... Je suis désolé, mais on ne l'entend pas bien. Ouais, c'est pour ça qu'on ne lui laisse pas plus la parole. J'ai suivi auprès de France Parkinson une petite formation d'une 50aine d'heures qui n'était pas une formation médicale. C'est pour ça que j'ai fait la notion entre expert et ressources, parce qu'expert donne un côté un peu plus... connaisseur, savant. Voilà, sachant Voilà. alors que ressources, c'est plutôt un côté humain Oui. pour moi. Et donc j'ai suivi une formation qui m'a amené à être patient ressources, activité que je pratique avec l'équipe ActiPark de l'hôpital Henri Mondor. Quand j'ai appris la maladie, j'ai été suivi assez rapidement par une équipe médicale, une psy et une infirmière référente qui m'ont beaucoup donné, et qui m'ont donné surtout l'impression qu'elle voulait s'approprier ma maladie. Tout ce que j'ai vécu au travers des relations que j'ai eues avec l'hôpital Henri Mondor quand j'ai fait les premiers rendez-vous, c'était de m'aider. Après, j'ai vécu les ateliers. Les ateliers, c'est des rencontres qu'on fait entre malades et avec les animateurs de l'équipe ActiPark, où on apprend des choses par rapport au parcours social, par rapport aux médicaments, par rapport à la nourriture, par rapport au physique, etc. Puis quand j'ai fait une dizaine d'ateliers comme ça, on m'a proposé de suivre la formation auprès de France Parkinson pour devenir à mon tour patient ressources et venir animer avec l'équipe des ateliers. Ce que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui en présentiel pour cause de Covid, mais qu'on fait en distanciel, un lundi après-midi sur deux, depuis le début du mois de septembre, nous animons avec l'équipe médicale des ateliers et nous recevons en moyenne 6 participants qui sont des gens qui découvrent la maladie et qui ont besoin d'informations sur la maladie. Amandine, je vais refaire un petit essai avec vous, on va voir si on vous entend mieux. Vous aidez aussi les aidants. Absolument. Vous m'entendez mieux, j'espère ? C'est pas terrible. Allez-y. Oui, on aide les aidants parce que c'est une maladie qui a beaucoup de symptômes, qui est difficile à comprendre. Et c'est vraiment une maladie qui se fait dans la sphère du couple, mais plus globalement dans la sphère familiale. Nous, en tant qu'association de patients et de proches de patients, on propose à la fois un programme pour former les aidants, les aider à mieux comprendre la maladie de Parkinson et du coup à mieux accompagner leurs proches. Et on a également un programme pour leur permettre de vivre au mieux cette situation et ce rôle d'aidant au quotidien. Ah ben voilà, sur la fin, on l'entendait très très bien, Amandine. L'aide pendant la maladie, elle est importante aussi. L'écoute psychologique, c'est important. Oui, absolument, parce que très souvent, au moment du diagnostic, c'est un coup de massue, hein, c'est ce que les patients disent. Il y a on ne connaît pas bien la maladie de Parkinson tant qu'on ne la vit pas vraiment. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment déjà d'apporter une information aux personnes qui sont touchées par cette maladie, une information claire, fiable, qui passe par différents supports, notre site internet, nos supports papier, notre plateforme d'e-learning, etc. Et puis, c'est d'essayer de les orienter au mieux vers les professionnels qui vont pouvoir les aider, les accompagner tout au long de leur parcours de soins. C'est les orienter aussi vers les programmes d'éducation thérapeutique pour la maladie de Parkinson, puisque Claude l'a bien expliqué. L'objectif, c'est de bien comprendre sa maladie, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger et de pouvoir finalement être acteur aussi de sa prise en charge. Et c'est aussi l'éducation thérapeutique, le moyen de trouver les solutions qui vont pouvoir être mises en œuvre au quotidien, y compris la pratique justement de l'activité physique, puisque bouger, ça fait partie des choses absolument à faire, au même titre que prendre ses médicaments dans la maladie de Parkinson. Merci Amandine. Claude,
Il nous reste 1 minute à passer ensemble. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui rentrent dans la maladie? Informez-vous auprès des soignants qui sont vos soignants. Informez-vous auprès de France Parkinson. Tout le monde autour de vous sera plein de bonne volonté. Moi, j'ai découvert vraiment de la relation humaine comme on n'en imagine pas au travers de tous les gens que j'ai rencontrés depuis 5 ans, 6 ans. Et même aujourd'hui, on est 4 patients ressources auprès de l'hôpital Henri Mondor. On n'est pas une semaine sans dialoguer entre nous. Et puis, on se raconte notre vie au quotidien et notre rôle de patient ressources. Informez-vous, communiquez. Merci Amandine Lagarde, vous êtes, je rappelle, directrice adjointe de France Parkinson. Merci professeur Rémy de nous avoir éclairé sur Parkinson. Claude Marcadet, patient ressources, pas patient expert, je ne vais pas le dire 2 fois. Merci de votre témoignage. Je suis sûr que votre expérience, en tout cas, sera utile aux malades et que votre morale, votre pêche va en inspirer beaucoup. Un message important avant de se quitter, si vous rentrez dans la maladie, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de France Parkinson, n'hésitez pas de rentrer en contact avec les gens comme Claude, c'est essentiel. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.